Je voudrais remercier aussi évidemment tous les militants insoumis, tous les militants du Nouveau Front Populaire, mes collaborateurs, mes collaboratrices, mon suppléant, Lionel Cholon, et tous les syndicats et tous les collectifs et toutes les associations qui alimentent tout ce que je fais sur cette circonscription, qui alimentent ma connaissance, qui me permettent de découvrir cette circonscription au plus profond, et puis qui ont permis que vous soyez là ce soir, qu'il y ait cette belle salle joliment décorée pour vous accueillir. On va regarder ensemble en fait des diapos qui vont passer derrière moi pour vous expliquer un petit peu ce que je fais dans la Circo, bien entendu, mais aussi en lien avec l'Assemblée nationale, puisque quand même le premier rôle d'un député, c'est de contrôler le pouvoir exécutif, et donc pour ça, d'être quand même à l'Assemblée nationale et de travailler sur des lois et sur, en particulier pour ma part, le contrôle du budget, puisque je suis commissaire aux finances. Voilà. Donc ce sont des chiffres qui représentent un petit peu, ça nous a amusé de faire un peu le bilan pour que vous puissiez prendre la mesure en quelques mois, en fait, du nombre de rencontres, du nombre d'amendements, du nombre de propositions de loi. Et tout ça, si on le transforme en heures, je peux vous garantir que ça fait des journées entre 10 et 13 heures de travail, 7 jours sur 7, vraiment. Et on n'a pas mis tous les messages sur les boucles Telegram, parce qu'il faut savoir que tous les députés, et c'est pas Nicolas Thierry, pardon, que j'ai oublié d'accueillir aussi, merci aussi aux nombreux élus qui sont dans la salle, Madame la maire de Camarsac également, et Nicolas Thierry, donc député écologiste avec lequel je travaille beaucoup dans le cadre du Nouveau Front Populaire, et qui fait le plaisir d'être là ce soir. Donc voilà, on fonctionne tous sur des boucles Telegram, en fait, tous les groupes politiques, et donc on a je ne sais pas combien de boucles en fonction des thématiques qui sont abordées, et qui sont aussi des exercices extrêmement chronophages. Voilà. Donc ça, c'était pour le petit clin d'œil. Ensuite, derrière les chiffres, évidemment, il y a les thématiques de cette circonscription. Donc la première, bien entendu, l'agriculture, et en particulier la viticulture. Donc les premières semaines de ce mandat, ça a été de rencontrer tous les acteurs de cette filière pour essayer de comprendre ce qui se passait dans cette crise agricole et viticole, et de voir un petit peu quelles étaient les positions des uns et des autres pour y remédier. Donc j'ai rencontré des salariés, des exploitants, des collectifs, des caves. Donc là, sur la photo, je suis à la place de Sophia de Guyenne. J'ai fait des vendanges aussi pour me mettre complètement dans le bain, pour discuter avec des ouvriers agricoles, pour voir un petit peu ce que ça voulait dire de faire des vendanges. Je suis allée voir aussi les chambres d'agriculture, je suis allée voir la SAFER, voilà, au niveau local, pour essayer de constituer justement toute une masse de savoir et pouvoir travailler en connaissance de cause sur ce sujet. Donc à l'Assemblée nationale, ça s'est traduit par la constitution d'un groupe de travail de députés qui sont aussi concernés par cette problématique, qui est une problématique aujourd'hui mondiale, la crise de la viticulture, qui est une problématique bien française et qui concerne aussi d'autres départements limitrophes. Donc on a constitué un groupe de travail. J'ai également pris la vice-présidence du groupe d'études Vignes, Vins et œnologie à l'Assemblée nationale pour pouvoir continuer à travailler sur ce sujet. Et puis bien évidemment, c'est la bataille budgétaire. Donc on a bataillé beaucoup, on a fait voter des amendements, on avait réussi à avoir 830 millions de plus sur ce budget de l'agriculture, qui ont été balayés évidemment, puisque cette partie du budget n'a jamais été votée. J'ai également écrit à la ministre de l'Agriculture, qui se trouve être la même en ce moment. Donc j'ai écrit au mois d'octobre une question écrite pour lui demander quelles étaient ses propositions pour sortir de cette crise, quelles étaient les propositions du gouvernement en matière de planification. Je n'ai toujours pas de réponse, mais je vais évidemment retourner la voir et écrire de nouveau. Je ne vais pas la laisser tranquille là-dessus, puisque normalement ils ont 3 mois pour répondre. Elle n'a pas répondu. Voilà. Alors même si je ne suis pas sûre que je puisse en attendre grand-chose, dans la mesure où, je ne sais pas si vous avez suivi sur la suppression de l'agence du bio qui a été décidée par le Sénat, la ministre de l'Agriculture n'était ni pour ni contre, bien au contraire.
Donc, avec des gens qui ont des volontés politiques comme ça, on ne sait pas exactement où on va. C'est ça. Donc là-dessus, tant qu'on ne parlera pas de contrôle des marges des grandes entreprises, de moyens développés pour protéger l'agriculture de la concurrence déloyale, tant qu'on ne s'attaquera pas à la régulation pour garantir des prix rémunérateurs, la crise perdurera. Donc il faut absolument qu'on sorte de ça. Et je vais participer très bientôt à une réunion sur la EGalim 4, donc la loi qui va arriver à l'invitation du CIVB, donc Centre interprofessionnel des vins de Bordeaux, je ne sais plus si c'est centre aussi, mais bon. Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux, voilà. Donc, qui réunira des acteurs aussi de la viticulture pour travailler sur ce sujet. Donc un sujet qui est directement lié, c'est l'agrivoltaïsme. Donc l'agrivoltaïsme, j'ai été alertée par un collectif de Saint-Hilaire de la Noaille, qui sont plutôt sur la question des paysages, eux, à défendre, puisqu'il y a un projet là-bas. Donc 24 hectares de panneaux photovoltaïques, c'est-à-dire 34 stades de foot, pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc eux, ils sont très très inquiets sur l'impact que ça aura sur les paysages. Évidemment, il y a la question aussi de l'impact environnemental, il y a la question des matières premières, où est-ce qu'on va aller chercher tout ce cuivre et tous ces matériaux. Voilà, donc c'est une question qui est très sensible parce qu'aujourd'hui, évidemment, les agriculteurs, de façon très légitime, cherchent à s'en sortir et à avoir des nouveaux revenus, voilà, puisqu'on est face à une crise qui les autorise plus à faire de la vigne et du vin. Il y a eu beaucoup d'arrachage sur ce territoire. Et donc, évidemment, eux, ils sont très intéressés par ces nouvelles sources de revenus, mais il faut absolument qu'on légifère là-dessus et qu'on encadre cette pratique qui, aujourd'hui, part un peu dans tous les sens. Donc, il y a aussi la question des retombées économiques pour les territoires, puisque c'est vrai qu'il y a eu des expérimentations d'installation de panneaux photovoltaïques sur des serres, par exemple, et puis au fur et à mesure, les agriculteurs, ils réussissaient tellement bien à se rémunérer avec le prix de l'énergie qu'ils arrêtaient de cultiver en dessous. Donc c'est ça aussi la part qu'il faut prendre. Aujourd'hui, on a beaucoup de surfaces imperméabilisées. Peut-être que les panneaux photovoltaïques, il faut d'abord les mettre sur des bâtiments avant de les mettre sur des terres agricoles. En tout cas, il faut impérativement qu'on travaille là-dessus. Donc là, c'est pareil, on travaille avec d'autres députés à l'Assemblée nationale pour essayer de faire des propositions de loi qui sont transpartisanes, puisque là, ça dépasse manifestement les clivages. Enfin, c'est ce qu'on croit au début, puis après, des fois, c'est pas tout à fait aussi évident. Dans ma grande naïveté, moi, je crois qu'il y avait plein de sujets qui étaient transpartisans, comme l'évasion fiscale, on en parlera plus tard, etc. Mais pas du tout, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Donc, un autre sujet extrêmement important, bien entendu, c'est l'éducation. Donc là, vous avez une photo du lycée de Créon. Donc le lycée de Créon, qui est le côté très très positif de cette politique de l'éducation, avec un magnifique outil qu'on a eu le plaisir d'accueillir à Créon, qui est un petit peu aussi un sujet de fierté, puisque c'est quand j'étais présidente de la communauté de communes que les conditions ont pu être réunies avec un travail avec tous les élus, bien entendu, de la communauté de communes, pour accueillir ce lycée, donc trouver un terrain, trouver des propriétaires qui voulaient bien nous vendre le terrain, ce qui n'était pas évident. Et puis voilà, donc on a pu accueillir ce très bel outil. Et d'ailleurs, je remercie monsieur le proviseur qui est quelque part dans la salle, qui est venu ce soir. Donc ensuite, il y a des photos là qui sont un petit peu moins glorieuses. Et malheureusement, c'est un état général de nos bâtiments aujourd'hui en France, qui ne concerne pas seulement les bâtiments de l'éducation, qui concerne aussi les bâtiments des gendarmeries en particulier. Mais donc des bâtiments qui sont vieillissants, une surpopulation, donc là c'est les enseignants des collèges de Créon et de La Trenne qui m'ont demandé de venir les soutenir dans un mouvement de grève, puisqu'ils enseignent depuis des années dans des conditions déplorables, avec des établissements surpeuplés, donc qui ont été bâtis pour 600 à 700 élèves et qui aujourd'hui en accueillent plus de 1000 chacun, avec des escaliers qui sont condamnés quand il pleut parce qu'il pleut dans le bâtiment, avec des seaux dans certaines classes, enfin voilà, dans des conditions absolument lamentables. Et je tiens tout de suite à expliquer que c'est pas du tout une fronde contre le département.
L'idée de cette manifestation et de réclamer des moyens, c'est bien de réclamer des moyens à l'État et que l'État donne les moyens aux départements, puisque vous savez que les collèges, c'est les départements qui les gèrent, que l'État donne les moyens aux départements pour entretenir correctement ces bâtiments et voire rebâtir, puisqu'on sait très bien qu'on manque de collèges aussi ici. J'ai lu aussi le président de la région qui disait qu'on manque de lycées, qu'il n'est pas capable aujourd'hui de bâtir de nouveaux lycées, parce qu'un lycée, ça coûte 80 millions. Donc il faut donner des moyens absolument à nos services publics pour affronter ces situations-là. Et puis la photo du dessous, c'est la photo du lycée Flora Tristan de Comblanne, où là, en plus des problématiques que je viens de décrire, puisque là aussi c'est un bâtiment vieillissant et qui a des grosses problématiques aussi d'infiltration d'eau d'ailleurs, là il y a un problème avec la santé mentale et la notion d'inclusion. C'est-à-dire qu'on a des enseignants qui se retrouvent face à des classes dans lesquelles il y a 80% des enfants qui sont en situation de handicap, porteurs de handicap, ce qui donne des conditions d'enseignement complètement délirantes, puisque ce sont des enseignants qui ne sont pas formés pour accueillir ces élèves. Il n'y a absolument pas assez de personnel encadrant pour permettre une réelle inclusion de ces élèves, qui arrivent bien souvent d'ailleurs de l'enseignement ordinaire et qui ont pris du retard au fur et à mesure des années, mais qui arrivent dans ce lycée, qui n'ont pas du tout le niveau. Donc c'est des enseignants qui se retrouvent face à des classes qui ne peuvent pas diplômer, en fait, et des enfants qui sortent avec des attestations de compétences qui ne sont pas du tout valables sur le marché du travail, et qui donc, au terme d'une scolarité complètement en dents de scie, rentrent chez eux sans diplôme et sans rien du tout. Donc c'est des situations qui sont extrêmement pénibles à vivre pour tout le monde, à la fois pour les enfants, mais aussi pour les enseignants qui sont complètement démunis et qui laissent des enfants sortir sans pouvoir les diplômer. Donc à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que j'ai fait? Évidemment, on a fait des amendements pour lutter contre les suppressions d'enseignants qui étaient prévues. Vous savez qu'ils avaient prévu de supprimer 4000 postes. Alors là, ça a été supprimé, remis, resupprimé, remis, on ne comprend plus rien aujourd'hui. A priori, le budget qui va arriver du Sénat le 30 janvier est un budget d'austérité encore pire que le budget Barnier. Donc je ne sais pas exactement, parce qu'il y a des grandes annonces qui sont faites qu'on remet ces postes d'enseignants et d'AESH avec moins d'argent, donc je ne sais pas exactement comment ils font. Donc de toute façon, il y aura un loup quelque part. Donc on a déposé aussi des amendements, bien entendu, pour garantir l'inclusion des élèves en situation de handicap, en recrutant évidemment les personnels nécessaires. Donc le problème de la santé mentale, vous savez que c'est un problème qui est absolument crucial en France. Théoriquement, 2025, ça devrait être l'année de la santé mentale, on verra ce qu'on en fait. Nous, on a été alertés à l'Assemblée nationale, pour le coup, depuis très longtemps par le collectif qui s'appelle le Printemps de la psychiatrie. Donc on travaille beaucoup avec eux pour voir comment on peut remettre justement des établissements spécialisés aussi pour tous ces enfants qui sont porteurs de handicap, qui puissent aller faire des allers-retours entre l'enseignement ordinaire et puis des établissements spécialisés dont ils ont besoin pour avancer. Donc voilà, là je suis à l'hôpital de Cadillac, donc très gros hôpital, 1300 salariés, donc c'est un des plus gros employeurs de la circonscription, qui travaille aussi dans des conditions très très compliquées. Donc il y a un gros programme d'investissement cette année et j'espère que ça pourrait être mené à bien. Mais il travaille encore dans des conditions, comme vous le savez, comme dans tous les hôpitaux, en flux tendu, avec un manque cruel de personnel soignant et en particulier de médecins psychiatres, puisque vous savez que la psychiatrie aujourd'hui, elle est complètement laissée à l'abandon. Ce n'est pas une option obligatoire dans le parcours des médecins, qui ont des options obligatoires dans plein de domaines de la médecine, mais pas en psychiatrie. Les salaires ne sont pas mirobolants, il n'y a pas de possibilité de tarification à l'acte, enfin il y a plein de choses un peu techniques qu'on ne connaît pas forcément tous, mais qui font que ce sont des spécialités qui sont délaissées. Et puis, comme c'est des spécialités qui sont très très dures, parce que exercer dans des conditions, il faut bien se représenter que quand vous avez 2 ou 3 infirmiers psychiatriques dans un bâtiment où vous avez une vingtaine de malades, de patients, qui sont des patients potentiellement dangereux, c'est des conditions d'exercice qui sont excessivement éprouvantes.
Donc voilà, donc, je suis allée justement faire aussi là un état des lieux un petit peu pour voir dans quel sens on peut travailler. Et toujours pareil, en votant aussi des amendements dans le budget de la Commission des finances. Pourquoi j'ai choisi la Commission des finances? C'est précisément pour cette raison, c'est parce que on voit tous les sujets arriver en Commission des finances et on a la capacité du coup d'agir, en tout cas de tenter d'agir dans tous les domaines en déposant des amendements précisément qui vont dans le sens des besoins. Donc là, ça continue sur le thème de la santé. La photo que vous voyez là, c'est l'équipe d'hémato de Haut-l'Évêque qui était en grève par manque de matériel. Donc c'est voilà une illustration en plus. Hein, vous savez que le bilan du Ségur de la santé a été absolument catastrophique, un manque de moyens partout. Et puis à côté, je suis à l'hôpital de La Réole sur la demande du docteur Roche, qui est donc le chef de service des soins palliatifs et qui voulait me voir pour parler du projet de loi sur la fin de vie, qui normalement devrait arriver, j'espère, dans l'hémicycle prochainement. Je suis très inquiète des propos qu'a tenu Bayrou, qui souhaite scinder en deux ce projet de loi, parce que ce projet de loi contient deux parties, une partie sur les soins palliatifs et une partie sur l'aide à mourir. Donc évidemment, la partie sur l'aide à mourir crée beaucoup plus de polémiques que sur les soins palliatifs. Il y a un consensus assez large pour dire qu'il faut donner des moyens aux soins palliatifs pour accompagner les personnes qui le souhaitent, voilà, de finir leur vie dans des conditions de confort, en tout cas, le plus possible. En revanche, sur l'aide à mourir, il y a beaucoup plus de polémiques, mais on était arrivé quand même à avoir un consensus sur cette question. Et moi, je militerai très fermement pour que ce projet de loi ne soit pas scindé en deux et qu'il soit voté en un bloc, parce que là, c'est clairement une façon de remettre à plus tard cette deuxième partie qui, pour moi et pour plein d'autres, hein, bien entendu, est absolument essentielle. Donc, cette diapo aussi me permet de parler d'une dernière problématique par rapport à la santé, c'est la problématique des déserts médicaux. Et de dire que là aussi, à l'Assemblée, je me battrai pour qu'il y ait des politiques volontaristes en matière de distribution des médecins et qu'on arrête de faire semblant. Au Québec, ça fonctionne. Les jeunes médecins qui sortent, ils sont obligés pendant 2 ans d'aller exercer dans des déserts médicaux. Et ça donne des résultats en plus qui sont parfois inattendus même de la part des propres médecins. C'est-à-dire qu'au départ, ils y vont en traînant des pieds. Et puis finalement, ils découvrent une région qu'ils ne connaissaient pas, découvrent leur patientèle et finalement, ils restent dans ces endroits-là. Donc ça, c'est pareil, il y a des gros lobbies qui veulent nous empêcher de faire ça, mais je crois qu'à un moment donné, il faut avoir le courage politique de le faire. Et puis donc ça concerne particulièrement une partie de ce territoire, alors pas forcément ici, mais le Réolais, puisqu'il y a eu une invention du gouvernement que je ne partage pas forcément, mais enfin, comme elle existe, on l'utilise, c'est un zonage, donc zoner des territoires qui sont en déshérence et permettre aux gens qui s'installent, alors pas que des médecins, ça peut être aussi des commerçants, ça peut être des entreprises, de défiscaliser pendant un certain nombre d'années. Sauf qu'il y a des trous dans la raquette, et ça c'est bien le problème des zonages, de toute façon, si on donnait les moyens à tout le monde, on n'aurait pas ce problème-là. Et donc il y a une partie du territoire du Réolais qui n'est pas zonée en ZRR, donc zone de revitalisation rurale, et qui donc voit les médecins, les commerçants, etc., s'installer partout autour, mais pas chez eux évidemment. Après c'est humain, quand on sait qu'on peut défiscaliser pendant 5 ans, chez un médecin, je ne sais plus, on avait fait des calculs, mais enfin c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros d'économiser. Donc voilà, donc là aussi j'ai déposé un amendement qui avait été voté pour réinclure donc la totalité du territoire du Réolais dans ce zonage puisqu'il existe. Donc qui dit déserts médicaux dit les moyens de transport, parce que c'est ça aussi le problème, c'est que quand on n'a pas de médecin à côté de chez soi, c'est comment on s'y rend. Alors sur ce territoire, il y a des très gros soucis de transport à l'intérieur de l'entre-deux-mers. Donc là, je suis avec un collectif de Carignan qui travaille sur ces questions de transport. Donc eux, ils étaient plus concernés par la ligne qui fait Bordeaux-Langon, donc d'une ligne de bus. Mais c'est pour illustrer la nécessité des transports en commun. On a une problématique récente avec un jeune qui était en apprentissage sur Crayon, qui
peut être domicilié à Libourne, mais qui n'a pas de moyens de locomotion. On n'a toujours pas moyen de relier Créon à Libourne. Et puis à côté, ben, évidemment, il y a la question des trains. Donc là, vous avez une petite illustration avec la couverture d'un livret que j'ai fait avec Loïc Prudhomme, qui est député LFI, NFP donc, de Bordeaux. Vous savez qu'il y a un projet de LGV. Donc alors, les horribles acronymes, AFSB, ça veut dire Aménagement ferroviaire du sud de Bordeaux. LGV, ça veut dire ligne à grande vitesse. Et puis GPSO, ça veut dire Grand Projet du Sud-Ouest. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce projet. Donc c'est un projet qui est donné aujourd'hui à peu près à 20 milliards. On pense qu'il va même arriver éventuellement à plus. Hein. En général, ce genre de grand projet, au départ, il était à 14 milliards. Il y a des études qui montrent qu'en général, ça double en cours d'action. Donc ça, c'est, je crois, 1200 à 1600 hectares de nature, de zones humides, de forêts et ravagées dans toute la vallée du Ciron, avec une des plus vieilles hêtraies d'Europe qui se trouve là-bas. Donc un impact environnemental absolument colossal, ce projet. Et puis pour une nécessité qui vraiment pose question, c'est-à-dire que ça nous permet de gagner par rapport à un aménagement. Donc, ce livret, on l'a fait pas juste pour dire qu'on est contre, on l'a fait pour dire on est contre parce qu'on propose des alternatives, c'est-à-dire déjà pour la question de Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, puisque c'est ça les deux grands axes de ce projet. Je pense que voilà, vous avez une carte que vous pourrez regarder tout à l'heure, qui vous permettra de visionner un petit peu plus la chose. Donc pour gagner donc, à la fin, je crois que c'est 20 minutes, enfin non. Elle est là la carte, voilà, il y en a une ici, parfait. Voilà. Donc pour gagner un peu de temps en fait, pour relier à la fois Toulouse et à la fois Dax, ce qui est aujourd'hui gagner du temps dans ces conditions-là, c'est des questions qui se posent pas pareil. Quand vous montez dans un train aujourd'hui, vous montez dans un deuxième bureau, en fait. Vous avez des connexions, vous avez tout ce qu'il faut. Vous ne perdez pas du temps comme vous perdiez du temps il y a 30 ans. Donc déjà, cette notion de temps, elle est un peu délirante. Aujourd'hui, on a des moyens de faire des réunions en visio. On n'a pas forcément des besoins de se déplacer comme ça qui sont aussi prégnants que quand on n'avait pas tous ces moyens-là. Et puis, surtout, avec cet argent, on pourrait améliorer les trains du quotidien. Et c'est ça la question sur cette circo. Les trains du quotidien, là, c'est pratiquement tous les jours que je reçois des mails, des SMS, des messages pour me dire que sur la ligne Bordeaux-Marmande en particulier, le train n'est pas passé, le train a eu du retard, le train était bondé, on ne pouvait pas monter dedans, on ne pouvait pas monter avec son vélo. Il y en a qui vont dans des gares, qui laissent leur vélo, qui prennent le train pour aller à Bordeaux, et le soir, le train est annulé, donc en fait, ils en prennent un autre parce qu'ils n'ont pas le choix, mais qui les amène à Langon alors qu'ils se sont garés à Saint-Pierre-d'Aurillac. Enfin, c'est une catastrophe totale. Et ça, c'est le train du quotidien, c'est le train des habitants de ce territoire. Tous les habitants de ce territoire qui voient le train, la LGV, qui verraient éventuellement, j'espère que ça ne sera jamais, la LGV passer, il y en a 90% qui ne prendront jamais, en fait. Alors que les trains du quotidien, c'est un vrai problème. Et puis, je vais vous annoncer autre chose qui va vous faire plaisir, c'est mon petit cadeau pour la nouvelle année. Ceux qui ont la joie d'être propriétaires de leur maison et qui payent des impôts fonciers, je vous annonce que vous payez pour ce projet. Vous ne le savez peut-être pas. Ça s'appelle taxe spéciale d'équipement. C'est une petite colonne qui s'appelle TSE sur vos impôts fonciers. Et donc vous payez, et puis je vous annonce que vous allez payer pendant 40 ans. Parce que c'est ça le projet, c'est comme ça. Et ça, on ne vous a jamais rien demandé, je vous rassure, à nous, les élus locaux, on ne vous a rien demandé non plus. Et c'est comme ça, et on est venu piquer dans votre portefeuille pour un projet dont, premièrement, la plupart des gens ne connaissent rien, et en plus, voilà. Donc, il y a des recours, il y a des recours qui sont tentés aujourd'hui, mais il faut être très très prudent. Il y a une question prioritaire de constitutionnalité, puisqu'il y a la question de cet impôt. Comment ça se fait que... Parce qu'en plus, il n'y a que vous, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas tous les Français, hein, c'est ceux qui sont à 100 km d'une gare. D'accord? Donc c'est toute la Gironde, et voilà, toute la Gironde, toute la Haute-Garonne bien sûr, et puis en descendant aussi. Mais c'est incroyable, quoi. C'est un projet qui concerne autant les Parisiens, et voire même beaucoup plus les touristes à la limite. Donc ce qu'on a fait au niveau national, c'est qu'on a créé un pôle parlementaire dans lequel siègent, il y a énormément de députés, et là pour le coup assez transpartisans, des députés, des sénateurs,
qui se sont constitués contre ce projet. Et donc, nous avons interpellé le dernier ministre des Transports et le dernier Premier ministre. Et puis, on va recommencer à faire du bruit autour de ce projet dont on ne veut pas. D'autant que, voilà, avec 30 milliards, alors là, on vous fait des trains du quotidien, du feu de Dieu, avec un cadencement toutes les 3 minutes, avec des rames à n'en plus finir. On peut refaire des quais, on peut refaire les passerelles de l'Aréole, par exemple, qui n'est pas accessible aujourd'hui aux personnes à mobilité réduite. Enfin, voilà, il y a vraiment des gros projets. Donc un sujet très sensible aussi, et un sujet qui nous concerne tous, qui est d'une urgence absolue, et qui est absolument dramatique parce que, en fait, l'impréparation de ce gouvernement est absolument catastrophique. Je ne sais pas dans quel monde il vit en vérité, parce qu'il n'y a rien dans ce budget qui concerne l'écologie. C'est triste de le dire comme ça, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, il y a un fonds vert. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du fonds vert, les élus connaissent bien, parce que c'est un fonds qui est à la main des sous-préfets, qui est assez souple, qui existait en 2024, qui était d'un montant de 3 milliards au niveau national. Donc les associations en général ont évalué les besoins à 30 milliards par an, si on veut arriver à des résultats probants. Donc il était déjà de 3 milliards, très utilisé par les élus parce que assez souple, assez simple d'utilisation pour faire petit à petit des aménagements de pistes cyclables, de cheminements piétons, etc. Enfin tout ce qui consiste à lutter contre, enfin à l'adaptation en tout cas du changement climatique. Et donc ce fonds vert, il a été réduit à 1,2 milliard a priori. Là, je ne sais pas trop comment il va sortir, mais voilà, c'est que des coups de rabot sur des sujets qui sont pourtant, je dirais, c'est le sujet du siècle en fait, hein, clairement. Si on ne met pas des moyens là-dessus, tout le reste ne sert à rien en vérité. Enfin, bon. Donc ma première question au gouvernement, ça a été, c'est la photo que vous voyez, c'est un moment extrêmement tendu de prendre la parole dans l'hémicycle. On en parlait avec Nicolas tout à l'heure. Voilà. Donc c'est un moment dont je me souviendrai toute ma vie, ça c'est certain. Et ça a été justement après les inondations du sud de la France pour interroger la ministre de savoir mais qu'est-ce que faisait ce gouvernement voilà, pour éviter ce genre de choses, pour préparer, pour anticiper. On l'a vu sur Mayotte aussi, où on a entendu pendant des semaines avant qu'il y avait un cyclone qui arrivait, etc., etc. Et on a attendu pratiquement que le cyclone arrive, ravage tout, pour dire après, oh là là, mais quelle catastrophe. Donc voilà, en fait, c'est tout le temps ça. On attend la catastrophe et puis ensuite on réagit. On attend la crise de la viticulture qui est annoncée depuis 20 ans et puis après on se dit, oh là là, zut, 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 qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc ça c'est plus possible. Et puis la photo d'à côté en haut, là, c'est un petit clin d'œil à Gornac et à l'association des Touche à Tout, qui organise plein de choses, qui avait organisé avec un chercheur honoraire du CNRS, un directeur de recherche, une conférence sur les chocs climatiques et le changement climatique, donc qui était très intéressante, et j'ai trouvé ça chouette, d'ailleurs c'est un Créonais d'ailleurs, qu'il y ait des conférences comme ça sur le territoire pour intéresser un peu la population à ces sujets-là. Donc évidemment, la question de l'écologie, c'est aussi, bien entendu, moi j'en suis convaincue, revoir notre rapport avec la consommation. Je pense que sans sobriété, on n'y arrivera pas, très clairement. Et donc là, vous avez la photo. Alors malheureusement, ça tombe bien d'ailleurs, cette réunion que vous voyez là derrière, elle vient d'être annulée. Elle vient d'être annulée par pression du maire du Verdon, qui a utilisé comme prétexte des risques pour la sécurité. Donc, je tiens à dire aussi qu'il y a un énorme problème dans cette société française aujourd'hui, et qui ne va pas en s'arrangeant malheureusement, mais c'est la criminalisation des défenseurs de l'environnement. Et ça, c'est absolument insupportable. Il y a des gens qui passent des nuits au poste pour avoir manifesté. C'est quand même le ministre de l'Intérieur, l'ex-ministre de l'Intérieur, maintenant ministre de la Justice pour notre plus grand bonheur, qui a parlé le premier d'éco-terroriste. Les mots ont un sens et les mots ont d'importance. Un terroriste, c'est une personne ignoble qui cherche à tuer des gens.
les défenseurs de l'environnement, ils cherchent juste à faire vivre les gens. Donc là, c'est un pur scandale, pur scandale. Donc on va évidemment, il y a eu un communiqué qui a été fait, puisque c'était une réunion donc, qui réunissait des députés et des conseillers régionaux, donc écologistes et insoumis. Mais donc on va évidemment faire beaucoup de bruit sur cette affaire parce que c'est absolument inadmissible d'empêcher. C'était une réunion d'information, hein, c'était pas une manifestation, etc. Et de toute façon, même quand il y a des manifestations, ce sont des manifestations pacifiques. Vous avez vu comment ça s'est passé à Sainte-Soline, à l'Hermé-Musset, donc il y a eu une manifestation contre le projet de LGV aussi, où on a eu pendant la nuit des hélicoptères, il faut le savoir, ça, hein, des hélicoptères lancés par la préfecture de Bordeaux, qui sont venus toutes sirènes hurlantes avec des lumières à 4 h du matin sur les campements. Faire quoi? On n'en sait rien, mais essayer de provoquer peut-être quelque chose pour dire bah, vous voyez, ils sont vilains, etc. Donc il y a vraiment un très très gros problème avec ça et on va aussi s'en emparer au niveau de l'Assemblée nationale parce que c'est pas possible que ça continue comme ça. Et c'est pas, enfin je veux dire, ce qui est terrifiant, c'est de voir aussi la droite et l'extrême droite en commission, dans l'hémicycle, voter pratiquement de façon systématique contre tous les projets qu'on peut avoir de lutte contre le réchauffement climatique. Mais quand je dis tout, c'est vraiment tout, c'est des choses de folie, quoi. Il faut taxer les véhicules électriques, ils sont contre les taxes sur le kérosène, enfin, c'est des choses invraisemblables, même des petites choses où on se disait, bon, bah, ça va passer quand même. Ben non, ça passe pas. Donc ça, il faut vraiment le savoir. Ben, on voit un petit peu ce que ça donne aux États-Unis, hein, la notion de climat, avec des gens qui je ne sais pas, encore une fois, qui doivent vivre, j'imagine, sur une autre planète. Donc, la question de la sécurité. La question de la sécurité, c'est une question qui est très importante. Je remercie encore une fois les gendarmes pour tout le travail qu'ils font dans des conditions qui ne sont pas forcément toujours très évidentes. Donc il faut savoir que nos gendarmes ils travaillent dans des conditions aussi à flux très tendus, avec des effectifs qui sont totalement insuffisants pour les secteurs dont ils ont la charge, et puis qui travaillent aussi qui sont hébergés dans des conditions lamentables aussi, qui ne sont pas dignes de leur fonction. Moi j'ai eu l'occasion d'aller visiter donc, les casernes de Targon et de Langoiran, qui sont clairement dans un état d'abandon. Alors je ne connais pas les logements de fonction des gendarmes, mais il paraît que ce n'est pas énormément plus reluisant. Donc on a un projet de gendarmerie à Créon depuis des années, et pour des questions aussi de finances, hein, très clairement, on a du mal à le faire sortir. On l'a prévu dans le document d'urbanisme pour refaire une grande gendarmerie. Et puis il y a des soucis aussi, parce qu'il y a des incompréhensions entre les élus qui souhaitent avoir des gendarmes dans leur commune, voir un véhicule de gendarme circuler parce que ça rassure la population. Et puis la réalité de l'organisation de la gendarmerie qui nécessiterait de regrouper toutes ces brigades, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on parle, je crois, dans un même lieu pour des questions d'opérationnalité en fait, qui sont beaucoup plus commodes quand tous les gendarmes sont regroupés au même endroit, puisque parfois pour partir en opération, il faut que les gendarmes qui sont sur Targon reviennent sur Créon pour prendre leur binôme ou leur équipe et repartir en opération, donc finalement ça freine tout. Donc je voudrais rendre hommage aussi, puisqu'on est sur le thème de la sécurité, à nos pompiers, bien sûr. Alors il n'y en a pas ici ce soir, mais en tout cas je voudrais les remercier pour leur engagement, leur dévouement. Il faut savoir que la plupart de nos casernes sont des pompiers volontaires qui donc prennent sur leur vie familiale, leur vie privée, pour s'occuper de notre sécurité. Donc là cette réunion, je suis avec Loïc Prudhomme. D'ailleurs, il me semble que oui, il n'y avait pas sur une réunion donc à l'invitation du préfet avec tous les acteurs de la sécurité, procureur de la justice, la gendarmerie bien sûr, la police nationale aussi, et puis tous les acteurs un petit peu du territoire, sénateurs, députés, à l'exception d'ailleurs de la députée du Rassemblement national qui parle beaucoup de sécurité sur BFM TV, mais qui n'était pas là en tout cas. Donc voilà, pour faire un point un petit peu sur un état des lieux un petit peu de la sécurité sur le territoire. Donc nous on a apporté une contribution sur
sur des sujets qui touchent beaucoup ce territoire, donc évidemment les bâtiments pour la gendarmerie, la formation des gendarmes sur l'accueil des victimes de violences sexuelles, sexistes et sexuelles et de violences intrafamiliales, et puis la création d'un centre d'accueil des victimes, parce qu'aujourd'hui quand vous êtes victime, que vous habitez par exemple à Langon ou à Saint-Michel-de-la-Pujade, donc là qui est complètement vers le Lot-et-Garonne, il faut aller à Bordeaux pour porter plainte, pour pouvoir déposer sa plainte, etc. Et je sais que le sous-préfet, donc on a un sous-préfet vraiment très très chouette à Langon, il porte un dossier depuis quelques années et sur lequel je l'appuie, qui est la création justement d'un centre d'accueil des victimes. Donc c'est quelque chose d'assez complexe, il faut que le procureur de la justice donne son aval, ce qu'il a fait, puisqu'il y a suffisamment de cas, malheureusement, pour justifier la création d'un tel centre en circo. Mais par contre, on retombe sur le même problème, c'est-à-dire qu'on n'a pas de médecin légiste qui est nécessaire à ce type de centre d'accueil pour ouvrir ce centre à l'hôpital de Langon. Ce serait là qui serait situé a priori. Donc sachez que je travaille aussi sur ce dossier. Et puis une troisième chose, un retour à la police de proximité qui est absolument nécessaire. Donc j'en parlais tout à l'heure. Beaucoup plus de moyens à la gendarmerie pour avoir davantage de gendarmes de façon à ce qu'il y ait une vraie police de proximité. Ici à Créon, le choix a été fait d'avoir un policier municipal qui a été recruté, d'ailleurs c'est un ancien gendarme, et qui a beaucoup fait pour la tranquillité publique sur la commune. Et on pense que c'est vraiment essentiel qu'il y ait un dialogue avec les forces de sécurité. Voilà, et puis la petite photo en dessous, c'est un petit clin d'œil aux cadets de la gendarmerie qui sont venus nous rendre visite à Créon dernièrement. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, en tant que commissaire aux finances, j'ai été nommé rapporteur spécial sur un thème qui me tient à cœur, qui est le thème de l'évasion fiscale. Donc j'ai produit un rapport que vous avez aussi à disposition avec Nicolas Sansu, qui est un député communiste du Cher. Et donc nous avons travaillé sur ce sujet puisque l'évasion fiscale en France, elle a été évaluée par l'Observatoire européen de la fiscalité, Gabriel Zucman, si vous en avez entendu parler. J'ai déposé un amendement à ce nom. Elle a été évaluée à 100 milliards d'euros par an. Donc pour vous donner une idée, aujourd'hui on essaye de faire 40 milliards d'économies sur nos services publics. Donc voilà. Donc il y a eu une tentative de M. Attal pour créer une mission interministérielle de coordination anti-fraude. Il a fait une belle conférence de presse pour annoncer la création. Donc il y avait une création de 100 postes qui étaient prévus pour travailler sur les mécanismes complexes de l'évasion fiscale, parce que c'est vrai que c'est un sujet par contre qui est extrêmement complexe. Donc 2 ans après, je vous annonce qu'il y a 3 fiches de poste qui ont été écrites et 0 recrutement. Pour vous dire quelle est la volonté politique majeure de ce gouvernement d'aller chercher... en plus, je veux dire, c'est aussi une question d'égalité des citoyens devant l'impôt, puisque l'évasion fiscale, ça n'est rien d'autre que d'éviter de payer ses impôts. Et évidemment, c'est pas vous, enfin si c'est vous, tant mieux pour vous, mais qui faites de l'évasion fiscale, hein, c'est des gens qui sont plutôt des milliardaires. En plus, j'ajouterais que vous payez proportionnellement plus d'impôts que ces gens-là, du coup, à cause de l'évasion fiscale. Donc voilà, donc, pour moi, c'est vraiment une priorité. Et bien là, aussi, comme je vous le disais au début, hein, c'est vrai que quand on parle de ça et qu'on dépose des amendements en disant qu'il faut créer des postes à la Direction Générale des Finances Publiques, la DGFiP, donc acronyme de la Direction Générale des Finances Publiques, en 20 ans, a perdu 40 000 postes. Voilà. Donc, alors que c'est un des seuls services publics, pour le coup, qui peut rapporter de l'argent. Tout le reste, ça coûte, et c'est bien normal, et ça devrait coûter bien davantage d'ailleurs. Mais là, celui-là, il peut rapporter de l'argent et personne ne s'y attaque. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a des intérêts particuliers des gens qui nous gouvernent avec les milliardaires? Je ne sais pas. Je suis mauvaise langue. Trop mauvaise langue. Bon, voilà. Donc, je vais donc conclure. Donc ça, c'est une photo du
politique des Insoumis à l'Assemblée nationale. Donc pour conclure, je dirais que 2024 fut une année de record. Donc le 7 juillet, un déni de la part de Emmanuel Macron, je n'ai pas encore prononcé son nom, mais je vais le prononcer parce que quand même, si on est dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, il y a un responsable. Aujourd'hui, la presse, même certains groupes politiques essayent de diviser le nouveau Front populaire en disant qu'on n'arrive pas à s'entendre, qu'on fait ci, qu'on fait ça, que les socialistes font ci, que les machins font ça. Le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est qu'on a un président de la République qui a décidé de dévoyer la Constitution de 1958. Jusqu'à présent, cette Constitution, elle reposait sur, on va dire, un peu de fair play, de la loyauté. Tous les présidents qui ont perdu des législatives ont nommé un gouvernement d'alternance. Emmanuel Macron a décidé que non. Et en plus, il a décidé de prendre des vacances et de remettre la chose à plus tard. Donc, quand on nous dit, mais les entreprises ne savent plus quoi faire, elles ont les carnets de commandes, elles ne savent plus, etc. Bien sûr, c'est vrai, c'est un vrai problème. Mais le problème, ça n'est pas ceux qui s'opposent à ce gouvernement. Le problème, c'est le président de la République qui fait n'importe quoi. Qui donc a nommé une première fois un Premier ministre à droite, avec un gouvernement à droite. Ce gouvernement s'est fait censurer. Donc je vous rappelle quand même que le deuxième record, c'était le 24e 49.3 en 2 ans. Et qui ne prend pas la mesure de la chose, puisqu'il recommence à renommer un ministre encore pire, avec un gouvernement encore pire, donc on va de pire en pire. Et donc, il n'y a aucun moyen autre pour nous, les groupes d'opposition, que d'utiliser les outils constitutionnels. On n'est pas en train de faire n'importe quoi, on utilise juste les outils que la Constitution nous autorise à utiliser. Voilà. Donc ça, c'est pour cet aspect-là. Je vous rappelle que le record aussi a été battu au niveau du déficit, puisqu'on a 170 milliards de déficit aujourd'hui, donc ça c'est du jamais vu, et c'est la politique économique d'Emmanuel Macron depuis 2017 qui a mené à ce résultat absolument lamentable. La commission des finances s'est constituée en commission d'enquête pour savoir comment il y avait pu avoir des prospectives, en plus aussi erronées en matière de prévision budgétaire, puisqu'on est tout à fait en deçà des recettes qui sont prévues. Donc il faut savoir qu'on a fait des cadeaux fiscaux aux entreprises qui représentent plusieurs dizaines de milliards, et que pour nous, la raison, elle est là. Et que là, dans les commissions d'enquête, on a auditionné énormément de hauts fonctionnaires, on va même auditionner le secrétaire général de l'Élysée pour savoir comment on en est arrivé là. Mais c'est clair qu'on en est arrivé là parce que cette politique économique de l'offre ne fonctionne pas. Il n'y a pas de ruissellement. Il y a des milliardaires qui s'enrichissent de plus en plus et de plus en plus vite, et des gens qui s'appauvrissent de plus en plus et de plus en plus vite. Donc juste pour vous donner une idée, les 500 plus grandes fortunes de France possèdent 1200 milliards d'euros. D'accord ? Aujourd'hui en France, nous on cherche 40 milliards d'économies. Voilà. Bonne soirée, merci. Donc voilà, il faut se méfier beaucoup de cet état de fait, parce que on sait très bien que le capitalisme prospère d'autant mieux qu'il y a moins de démocratie. Et les propos qu'on entend aujourd'hui dans la bouche d'un ministre de l'Intérieur qui vient féliciter des associations identitaires, c'est extrêmement préoccupant, et je crois qu'il faut vraiment qu'on soit tous très vigilants et qu'on évite de tomber dans le piège de la division. Le nouveau Front populaire, il existe dans la population, il y a une majorité de gens qui sont pour cette union, de la société civile et des politiques, pour une autre vision du monde, pour gouverner le monde selon les besoins et non pas avec une politique de l'offre qui ne fonctionne pas. Et il faut vraiment qu'on soit tous très vigilants. Donc pour cette année 2025, je fais le vœu que la gauche de ce pays reste unie pour défendre un programme de justice sociale et d'adaptation au changement climatique. Il y a de l'argent dans ce pays, il y a beaucoup d'argent dans ce pays. Nous sommes la 7e puissance mondiale, je le rappelle. Mais il faut de la volonté et du courage politique pour aller chercher cet argent et sauver nos services publics. Donc vous pouvez compter sur ma détermination pour aller chercher cet argent et pour me battre pour une autre vision de la société. Mais je compte aussi sur vous
pour être à mes côtés, parce que sans vous, nous les députés, on n'est pas grand-chose en vérité. Et je vous souhaite une très très belle année 2025. Merci. Bien entendu, on va aller boire et on va aller manger. Si vous avez des questions, par contre, si vous avez envie de les poser maintenant, vous pouvez, ou sinon on discute après autour du buffet, comme vous voulez. Et je voudrais savoir si tout le monde dans la salle a reçu la gazette. Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui l'ont pas reçu, s'il vous plaît? Ah oui, quand même. Parce que ça vous coûte 13 000 €, je vous le dis tout de suite. Hein. Ça me coûte, mais en fait, comme c'est un peu votre argent aussi, je vous le dis. Donc il y a des gros problèmes, vous le savez, hein, c'est pas une nouveauté non plus, c'est pas un scoop. La Poste a des très gros soucis aujourd'hui. Donc j'étais en rendez-vous hier avec 2 cadres de la Poste pour leur dire tous les mécontentements qu'on avait là-dessus. Et de la même façon, la Poste a des missions de service public, mais qui ne sont pas compensées à hauteur de ce qui devrait être, en fait, à la fois à la Poste, à la fois aux hôpitaux, on demande d'être rentable, et là, c'est pas possible. Il y a des moments où le service public, il faut juste donner de l'argent pour que les besoins soient satisfaits. Donc vous en avez un peu sur la table, n'hésitez pas. C'est une petite gazette qui vous explique un peu ce que je fais. Et puis sinon, c'est en ligne, sur mathildefeld.fr, vous avez tout ce que je fais à l'Assemblée et ailleurs, sur ce site, n'hésitez pas. Et je vous invite évidemment à aller boire le verre de l'amitié et à grignoter.